Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Et ce matin encore, la campagne de l'entre-deux-tours et vous recevez le candidat indépendantiste et nationaliste dans la seconde circonscription, Emmanuel Tjibaou. Oui, Emmanuel Tjibaou, bonjour. Bonjour RRB, bonjour Jean-François. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette campagne et de ce vote de dimanche qui arrive. Une campagne électorale qui a un peu surpris tout le monde parce que la dissolution a été plutôt brutale. Elle se passe en plus en Calédonie dans un contexte un peu particulier. Vous-même, et vous l'avez rappelé, vous arrivez du monde de la culture et vous briguez pour la première fois un mandat politique. Est-ce que vous vous y retrouvez dans toutes ces circonstances ? Je pense que c'est assez confus pour beaucoup de monde ici. On était dans une situation qui était déjà pas réjouissante en termes de perspective de relance économique. Ça s'est aggravé par la suite avec cette impasse institutionnelle dans laquelle on est aujourd'hui. Les enjeux des législatives, elles se placent à ce moment-là. Et puis du coup, nous offre un peu des opportunités de rappeler ce qui fait sens pour nous, de rappeler à l'apaisement, au dialogue, à la nécessaire confrontation des idées pour qu'on puisse sortir de la crise. C'est les enjeux qui se placent au niveau national autant qu'au niveau local. Alors hier, dans une conférence de presse, vous avez fait une conférence de presse commune avec la candidate dans la première circonscription. Vous avez dit « Nous sommes tous responsables » en parlant de la situation actuelle et des violences déclenchées depuis le 13 mai. Qu'est-ce que vous avez voulu dire en disant « Nous sommes tous responsables » et quelle est la responsabilité, selon vous, du mouvement indépendantiste ? Je place, moi, mon engagement en tant que compatriote, en tant que nationaliste, que ce pays qui brûle, c'est le mien. Et qu'on soit indépendantiste ou loyaliste, voilà, ce qui se passe, ça nous concerne tous à un moment donné et qu'on ne peut pas faire l'économie du débat et d'aborder le questionnement, ce qui est l'impasse institutionnelle, elle déclenche aussi les excès de part et d'autre, dans les langages, dans les postures. Et puis ça se traduit derrière par ce qui est arrivé le 13 mai. C'est triste, mais en même temps, moi, si je suis quelqu'un d'ici, je me dis que c'est triste d'arriver à ce que on se retrouve avec la violence, on se retrouve avec des exactions, on se retrouve avec des meurtres. C'est quelque chose que... Enfin, c'est ce pourquoi moi je me suis engagé. Je fais partie de la génération qui a vécu enfant 84, et puis je revois les mêmes images, je revois les mêmes... on a fait un retour en arrière en occultant le fait que pendant 30 ans, on a construit la paix sur la base du dialogue, sur la base du respect. À partir du moment où on remet en jeu finalement le socle sur lequel la paix elle était ancrée, en partie sur le contrat social entre les trois partenaires, loyalistes, FLNKS et État. C'est ce qui a fait vaciller finalement notre pays dans le gouffre dans lequel on est aujourd'hui, quoi. Mais ça veut dire que ces violences actuelles, vous les condamnez parce qu'on a entendu des responsables indépendantistes avoir un discours que certains jugent un peu ambigu par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous condamnez les violences qui sont apparues Toutes le 13 les mai ? violences sont condamnables pour moi. Autant les violences qui sont faites aux biens et aux personnes, autant que celles que certains de nos militants ont subies de la part de la police. Voilà, c'est jamais sain de trouver un pays dans lequel on voit autant de gendarmes. Ça veut dire qu'à un moment donné, on n'est plus capable de se parler et que finalement, on est obligé de se parler avec des cailloux. Voilà, c'est ça que moi je trouve dommageable, et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on apaise, il faut qu'on retrouve un cadre plus serein du débat, parce que sinon, on est en train de creuser notre tombe, quoi. Alors il faut apaiser les choses, il faut s'asseoir autour de la table, reprendre le chemin du dialogue, c'est des mots que vous employez régulièrement, oui. Mais discuter avec qui et de quoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les choses sont tellement compliquées, une partie des indépendantistes ne veut parler que de l'indépendance, voilà, comment on fait ? Mais déjà, pour pouvoir parler de l'indépendance, il faut s'asseoir autour d'une table. Pour s'asseoir autour d'une table, il faut que l'État, nous, c'est ce qu'on défend aussi, l'impartialité. Donc si l'État, c'est ce pourquoi Matignon a été si pertinent pour nous, le rôle équidistant. Il se tient à part égale des loyalistes que
que du camp indépendantiste. Aujourd'hui, bon, je ne vais pas refaire la litanie de tous les griefs qui ont été portés par l'État. C'est la base de la discussion. On ne peut pas discuter si déjà on n'a pas identifié le cadre dans lequel ces discussions elles se passent. On a parlé des comités des signataires, on a parlé de comités des partenaires, on a parlé des formats le prédour, mais voilà. Enfin, entre-temps, il y a quand même eu les référendums. Avec des résultats qui ont été clairs, même si le troisième référendum est contesté par certains. Oui, par les indépendantistes, tous les indépendantistes contestent. Oui, parce qu'ils n'ont pas voulu y aller. Ils n'ont pas voulu y aller parce que c'est la logique dans laquelle nous, on met les enjeux, c'est d'aller pour, comment dire, un idéal de souveraineté. Mais si on ne respecte pas la base qui est de respecter la vie et les rituels qui sont rattachés à la mort, enfin les coutumes de lever de deuil, c'est les fondements, mariage, deuil, naissance, c'est les fondements de la société kanak. Moi, je suis un homme de culture, je peux vous dire que tous les deuils qui n'ont pas pu être faits parce qu'on avait l'impossibilité de se réunir, ils ont été reportés à 2 ans, 3 ans après. Mais c'est marcher sur la tête de vouloir voter pour notre indépendance, alors que déjà les premiers commandements que nous ont donné les vues, on n'est pas capable de les tenir. Alors, le déclenchement des violences, selon les indépendantistes, c'est le projet de loi sur le dégel du corps électoral. Vous avez accusé, enfin, certains ont accusé l'État d'être passé en force sur ce projet. Curieusement, les élections législatives, le premier tour qu'on vient de voir, s'est déroulé avec un corps électoral très dégelé, pour le coup, puisque quasiment tout le monde peut voter. On voit que le vote des indépendantistes n'est pas dilué comme certains pouvaient le craindre. Finalement, est-ce que c'était un bon combat ? C'est un combat de principe. Parce que quand on parle du corps électoral, sur le dégel du corps électoral, enfin la loi constitutionnelle pour les provinciales, pour moi, c'est la base de ce qui a été discuté en 88. Quand on rentre dans une maison, on chemine avec quelqu'un avec qui on a confiance, avec lequel on a construit un héritage des discussions, on connaît notre histoire. À partir du moment où on remet en cause ce principe-là, ça veut dire qu'on remet en cause l'ensemble des accords politiques qui ont été signés par les 3 partenaires. Quand ça a été signé, vous savez que le corps électoral était 10 ans glissant et puis qu'il a été gelé après. 2007, oui. Par Jacques Chirac. Et les accords, ils ont été signés par Jacques Lafleur et oui, donc le FLNKS. Il y a une parole qui a été remise en cause à ce moment-là. Ben, pas par le président Chirac. Hein. Voilà, moi je dis juste ce qui s'est passé. Hein. Après, s'il y a des gens qui veulent revenir sur les engagements qui ont été contractualisés, validés au Congrès de Versailles et validés par référendum, libre à eux. Mais le FLNKS, il n'a pas changé de posture, quoi. Il est toujours dans la même. Vous allez régulièrement rencontrer un de vos militants pendant cette campagne pour partager ce discours difficilement, parce que c'est pas toujours facile de circuler. Vous avez été aussi rencontrer les gens de la CCAT. Oui. Quel discours vous avez avec eux ? Et le MEDEF. Et le MEDEF aussi, et le patronat. Ouais. Quel discours vous avez avec eux ? Ben, le même que celui que j'ai maintenant, de dire que la situation, enfin, il y a différents niveaux dans lesquels on est interrogé, hein, mais le député, il n'est pas chargé de boucher les nids de poules sur la route ou de répondre aux problématiques de déplacement sur le montant. Hein. Ça, c'est une compétence locale. Néanmoins, c'est un questionnement qui est logique parce qu'on est dans le quotidien, enfin, nous tous, hein, autour de la table, autant que ceux qui nous écoutent, doivent chercher du pain, du lait, du gaz. Et puis on se dit, mais à quoi ça me sert d'aller voter pour un député ? Il va faire quoi là-bas en France ? Les enjeux qui, en partie, résoudre la situation d'impasse dans laquelle on est aujourd'hui, ça se passe aussi en France. C'est finalement le point de départ de cette perspective de sortie de crise, de dire à l'ensemble des acteurs qui sont mobilisés sur le terrain, mobilisés dans les entreprises, qu'il y a la possibilité de sortir de la crise. Si nos partis sont en crise, moi je dis on peut avancer et puis donner un message fort à nos partis, leur redonner confiance sur la tenue de ces échanges-là et s'adresser directement à l'État, puisque l'hémicycle, les gens ils me questionnent beaucoup, mais voilà, Emmanuel, tu es un indépendantiste, pourquoi tu vas en France ? J'ai entendu sur la radio ici. Nous on est français, hein. On est indépendantiste, la relation qu'on a avec notre autorité de tutelle, c'est l'État français. Donc c'est avec l'État qu'il faut discuter et avec les partenaires locaux. Exact. Alors si vous êtes élu, vous le savez, vous allez vous retrouver dans une assemblée dont on ne connaît pas encore le visage, qui risque d'être un peu différente de celle qu'on a connue aujourd'hui. Pour faire entendre votre voix, il faut siéger dans un groupe, il faut se rapprocher d'un groupe. Oui. Est-ce que vous savez déjà un peu avec quel type de député vous allez siéger ? Je vais répondre comme mon compatriote Alcine, avec qui on lui a posé la même question. Et si lui siège à droite, moi je siégerai à gauche.
Voilà, mais on ne sait pas encore trop dans quelle gauche. Non, mais parce que, il faut d'abord attendre que les élections se tiennent pour regarder à quel niveau, finalement, quelle majorité sort. Mais bon, moi, le combat des idées, je le fais plutôt naturellement vers la gauche, quoi. Emmanuel Tjibaou, il reste 3 jours de campagne. Quelles vont être vos priorités pour ces 3 jours? Priorité, c'est de conforter l'assise qui a été la nôtre en cheminant depuis Koumak jusqu'à... On a même des électeurs qui ont voté pour nous à Belep. Donc on remercie tout le monde, on remercie aussi le débat contradictoire, ce qu'on a pu avoir sur les plateaux avec Alcide, on se connaît. Et moi, j'ai le même héritage que lui. Hein. Mon grand-père, il était gaulliste. Et bon, là, on assume notre histoire, mais on chemine avec les idées. Et donc la perspective, c'est aussi de travailler sur tous ceux qui habitent ici dans l'agglo de Nouméa. On a fait Dimbéa hier, aujourd'hui Païta et puis Mondor demain. Donc à tous ceux qui nous écoutent et puis qui souhaitent peut-être discuter directement avec moi, je vous propose qu'on se donne rendez-vous et puis allez sur la page Facebook de législative Tjibaou d'Arras pour avoir plus d'infos sur le déroulement du programme. Et puis écoutez Radio Rythme Bleu parce que demain midi, vous viendrez débattre justement avec Alcide Ponga sur ce plateau. Voilà, et puis nous, on fera le relais de cet échange qu'on a aujourd'hui sur notre page pour... Le débat contradictoire, ça nourrit toujours plus les argumentaires. Merci à vous aussi. Merci beaucoup Emmanuel Tjibaou d'avoir accepté notre invitation. Olé.